première session consacrée aux entités nosologiques en ou en décomposition. Dans cette session, on va s'interroger sur les débats et enjeux qu'a suscité la question de l'introduction d'une nouvelle catégorie diagnostique de risques de psychose ou de syndrome psychotique atténué au sein du DSM-5. Pour ça, on aura l'occasion d'avoir deux intervenants qui vont se suivre. Tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir la doctoresse Alessandra Solida, qui est médecin psychiatre, responsable de la section Eugène Mikowski au département de psychiatrie générale du CHU ici à Lausanne. Une section qui propose une approche spécialisée aux personnes souffrant de psychose et de troubles de spectre de la schizophrénie. Son intervention nous permettra comme ça de faire un peu le point sur les questions, les débats et les enjeux en fait de ces catégories diagnostiques qui visent à objectiver des troubles, à les repérer et puis à proposer des traitements aussi préventifs. Nous aurons ensuite l'occasion d'entendre Nicolas Henkes qui nous proposera un regard socio-historique sur le développement des idées et l'essor des interventions précoces en direction des personnes à très haut risque de psychose. Nicolas Henkes est sociologue, chargé de recherche au CNRS à Paris, et il coordonne actuellement un projet de recherche franco-allemand précisément sur ce sujet, donc sur le sujet du développement des interventions précoces en direction des personnes à très haut risque de psychose. Je vous propose d'aborder la première intervention, de prendre un petit moment pour des questions peut-être davantage de clarification, de passer à la seconde intervention et puis peut-être de prendre un moment un peu plus large, du coup, pour aborder les questions plus de fond peut-être. Merci à vous. En 20 ans plus ou moins? Non. Autrement, c'est bon comme ça? Oui, ok. Bonjour à tous et déjà merci aux organisateurs de ces colloques pour m'avoir donné l'occasion de partager ces échanges sur un thème si passionnant. Donc moi effectivement je vais présenter selon la perspective d'une clinicienne que je suis, une clinicienne qui travaille effectivement dans une unité traditionnellement spécialisés au trouble du spectre de la schizophrénie, mais qui ont effectivement ouvert depuis 2004 également à la philosophie de l'approche de l'intervention précoce pour la psychose, et qui est donc, du coup, enfin, moi-même, j'essaye effectivement de familiariser avec ces concepts qui ont pris l'essor et se sont développés depuis désormais les années 90 et qui tiennent effectivement de l'idée de pouvoir identifier fiablement et spécifiquement les jeunes personnes qui entrent en psychose aiguë, les patients dits en phase prodromique du trouble psychotique. En particulier, là, ça m'a été demandé effectivement que j'ai discuté et que je voyais avec vous quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles l'idée d'une nouvelle catégorie diagnostique, initialement pensée comme syndrome de risque de psychose, avait été même proposée par le groupe de travail du DSM-5 et les raisons aussi qui ont amené à plus sagement lever les mains et trouver une solution compromissoire qui a fait que cette catégorie ne soit pas retenue dans le corps central du DSM-5, donc dans le corps des diagnostics reconnus et utilisés en clinique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Excusez-moi. D'accord. Mon collier faisait résonance. Ça va mieux comme ça? Parfait. Et donc, je vous disais, cette catégorie a été enfin retenue après des débats assez riches, des échanges assez passionnés, a été retenue dans la catégorie, dans la section 3, qui c'est la section relative aux Emerging Measures and Models du DSM, et dans la catégorie plus précisément
dans les catégories qui nécessitent des recherches ultérieures. Alors, du coup, le compromis était de penser à une catégorie transitionnelle, intermédiaire, qui théoriquement les chercheurs devraient utiliser pour vérifier, enfin pour améliorer les caractéristiques de spécificité, fiabilité et validité qui ne sont pas, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Je vous racontais effectivement que cette nouvelle entité est issue des nombreuses études, je n'arrive pas à voir sur ce petit écran, et des nombreuses études qui ont vu l'essor depuis les années 90 et qui effectivement prennent leur mouvance des stratégies d'intervention précoce, donc des stratégies préventives qui gagnent, c'est le vent qui vient de la médecine somatique, et qui gagne enfin la psychiatrie aussi, notamment pour le domaine de la psychose. Je me disais qu'en tout cas, j'allais vous présenter les critères, enfin, j'allais vous présenter l'accusé, parce que vous verrez que même si la solution a été compromissoire, si à la fin c'est une catégorie, c'est pas une catégorie diagnostique, cette catégorie de psychose atténuée, donc on s'est aussi éloigné de la terminologie des syndromes de risque de psychose, du début, cette catégorie est encore aujourd'hui sous le feu et sous les critiques, même surtout des experts du domaine des états mentaux à risque. Alors, dans le DSM-5, ça a été retenu comme syndrome de psychose atténuée, une condition qui rassemble les 6 critères suivants. Donc, il y a les symptômes caractéristiques, et là, aucune surprise, il s'agit de détecter dans la forme atténuée, dans une forme atténuée, un des 3 piliers, disons, de la définition du diagnostic clinique aussi pour la psychose, dans leur forme atténuée et avec preuve de réalité intacte. Ça veut dire, mettons effectivement que leur présence, par exemple des troubles de la perception acoustique plutôt que visuelle, ou des idées éventuellement des idées qui délirantes, et plutôt l'allure d'idées bizarres, mais encore souples et surtout avec la possibilité de la part de la personne qui les présente de les remettre en question, de les indiquer comme étant éventuellement des bizarreries et des anomalies de sa manière normale d'être. Idem pour le langage désorganisé. Il y a un critère de fréquence sur lequel je survole, et il y a un critère aussi de début aggravation de ces symptômes dans la dernière année. Je le souligne parce que cette catégorie a été aussi reconstruite dans la tentative un peu de limiter toutes les difficultés ou les questions effectivement qui se posent. Et une question difficile en clinique, par exemple, c'est comment limiter ou comment différencier effectivement cette catégorie des manifestations de la phénoménologie clinique, par exemple des patients qui présentent un trouble schizotypique. Alors l'accent sur le début ou l'aggravation très récente devrait permettre effectivement, au sens des créateurs, disons, de ceux qui ont proposé cette catégorie, devrait permettre effectivement cette différenciation. Et encore, il y a, le DSM affectionne à ça, comme on a bien entendu, il y a aussi le critère de distress, en tout cas de la souffrance et des difficultés qui doivent être générées par la présence de ces symptômes et qui feront que le patient lui-même ou ses proches demandent de l'aide au système de soins. Ce sont des critères, vous verrez, posent aussi des questions par rapport aux critères de recherche qui sont effectivement utilisés. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par d'autres diagnostics DSM-5. Ça aussi, c'est une remarque qui est plutôt particulière, dans la mesure où ce n'est pas du tout facile d'établir quand des symptômes psychotiques sont expliqués ou pas par un trouble qui ne soit pas psychotique. Parce que les symptômes psychotiques sont évidemment particulièrement fréquent dans les troubles psychotiques. Il est connu également en se référant à une question éminemment statistique et par rapport à l'aspect purement symptomatique. Ces phénomènes-là peuvent être présents dans un pourcentage tout à fait respectable de troubles non psychotiques.
Donc, faire ces différences, ce n'est pas simple en clinique. Et bon, il faut que ces critères ne se présentent pas chez quelqu'un qui a déjà connu un épisode psychotique, évidemment. Voilà, donc j'ai mes doigts, alors, après avoir présenté l'accusé, de faire un parcours en revenant un peu au contexte originaire. Donc, je vais vous raconter que l'intérêt, en tout cas pour la phase prodromique, dite prodromique, de la schizophrénie, n'a pas été inventé dans les années 90. C'est quelque chose qui est l'objet de descriptions psychopathologiques extrêmement raffinées également depuis longtemps par les grands cliniciens de la psychose et notamment de la schizophrénie. Il y a eu aussi des nombreuses études rétrospectives sur la phase prodromique de la schizophrénie. On verra peut-être tout à l'heure, je y reviens. Mais c'est effectivement dans les années 90 que quelque chose bouge de manière différente. Il y a vraiment l'accent sur la nécessité d'opérer des interventions préventives. Et du coup, l'idée, c'était que la prévention primaire était encore hors portée. La prévention primaire étant la stratégie préventive que vous pouvez offrir effectivement aux patients, aux personnes qui présentent des facteurs de risque, mais dans la phase qu'on dénomme comme prémorbide. Donc, ce sont les personnes effectivement pour lesquelles c'est connu un terrain de vulnérabilité, une prédisposition, le plus souvent génétique, pour le développement de la maladie. Et bon, cette prévention primaire a été un peu mise de côté, en tout cas à l'époque, car il s'agissait souvent à l'époque, c'était surtout des éléments cliniques qui se révélaient peu spécifiques, voire clairement aspécifiques. Peut-être il y a des nouvelles pistes et un nouveau futur pour les stratégies de prévention primaire de la schizophrénie, mais ce n'est pas de ça que je vais parler tout à l'heure, c'est vraiment un autre focus, mais il y aura le docteur Pierre Marquet qui va peut-être raconter demain matin que peut-être il y a une nouvelle naissance pour les stratégies de prévention primaire pour, pour les grands troubles psychiatriques. Voilà, mais c'est au fond à ce moment-là que les stratégies de prévention tertiaire et secondaire alors prennent un peu le devant. Les stratégies de prévention tertiaire impliquent toutes ces interventions visant à identifier précocement, ou en tout cas le plus rapidement possible, et à traiter les personnes qui ont déjà les signes de la maladie active. Alors classiquement, les stratégies de prévention tertiaire se sont diffusées au niveau international et sont les programmes cliniques basés sur l'intervention pour les patients qui présentent pour la première fois une psychose floride. Mais c'est de la prévention secondaire, c'est de l'idéal de la prévention secondaire qu'on va parler. Et le focus, l'objectif est l'identification et la prise en charge des tout jeunes patients qui demanderaient de l'aide, donc qui sont en difficulté, mais qui présenteraient aussi les critères pour imaginer qu'ils s'approchent dans un délai imminent à la psychose aiguë. Donc, ils peuvent effectivement arriver rapidement vers la maladie en phase active. Ce chemin vous résume un peu la modélisation un peu de l'entrée en maladie, de la progression vers la maladie. Ici, la référence sous-entendue est la psychose schizophrénique, parce qu'il y a comme ça une phase prémorbide antérieure à tout, qui est une phase asymptomatique, mais qui pourrait être caractérisée, on sait qu'elle est caractérisée par des signes subcliniques qui, au fond, sont détectés par des investigations très spécifiques et qui caractériseraient, disons, l'état de vulnérabilité des sujets et qui serait donc voilà. Il y a un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous raconter que la phase en question... Non. J'ai appuyé ici. Sur la prévention primaire. Bon, alors, je vais vous raconter effectivement que
c'était la cible, la phase prémorbide pour la prévention primaire, et que la phase prodromique, qui suivait, que c'est celle où les patients peuvent effectivement présenter des signes souvent aspécifiques, mais déjà présentés en souffrance clinique. C'est la phase prodromique qui est devenue un peu la cible des stratégies de prévention secondaire et rien à faire. D'accord. Si, la seule chose que peut-être pour suivre le fil logique, je vais prendre mes documents qui sont dans mon sac, autrement, dans l'improvisation. Bon, je vais passer à la suivante parce que je crains que c'était... Parce que bon cet époussant ici, que ça a tout à besoin de l'autre... Oui, non, ok, c'est bon, puis là. ça a l'air de marcher. Ok, désolé. Donc, pour ce qui est des stratégies de prévention secondaire, les pionniers... le centre pionnier a été, probablement vous le savez, c'était en Australie, c'était à Melbourne, c'était la Pace Clinic, Patrick McGorry et Alison Young, ils étaient un peu les prophètes, en tout cas les figures sacrées, qui ont un peu répandu le message de la prévention secondaire et de la focalisation sur les phases, potentielles phases prodromiques de la psychose. Et la stratégie de prévention secondaire que leur centre a adoptée vise effectivement, il y a désormais des versions 2.0 hein, des centres de l'époque de PACE. Il n'y a pas seulement PACE. Mais pour revenir à ça, c'est historique, il vise effectivement à l'identification et à la prise en charge des jeunes personnes, des jeunes patients, donc de personnes qui se adressaient au système de soins, de 14 à 14 ans, avec effectivement des symptômes subpsychotiques et qui pouvaient retenir, susceptibles de développer une psychose aiguë dans un intervalle de temps limité, de 12-24 mois. Donc c'est bien le concept à retenir quand on parle d'états à risque selon la prévention secondaire, sont effectivement des états à haut risque ou à très haut risque pour les différencier des états à risque plus sous-tendus, par la vulnérabilité génétique. C'est au niveau de ce centre qu'il y a effectivement énormément d'efforts aussi pour développer des critères opérationnels cliniques. Hein. Cela, c'est une histoire qui vient de la recherche clinique, malgré tout, et où la neurobiologie, ou en tout cas les neurosciences, ont tenté de suivre après. Je arriverai, mais les développements des critères opérationnels ont amené effectivement à la présentation d'un outil psychométrique qui s'appelle CARMS, Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States, qui est effectivement une échelle qui permet au fond de caractériser et quantifier aussi les caractéristiques des profils des patients qui seraient à risque. Pour la petite histoire, l'Australie n'est pas restée seule, les États-Unis et le reste du monde ont suivi, mais ce sont au fond le pôle australien et le pôle nord-américain qui ont dominé pour ce qui est effectivement des critères qui ont été fournis par la recherche clinique et qui au fond ont été aussi utilisés comme base pour les recherches prospectives, et ces critères ont été nommés de manière différente. Enfin, en littérature, ça va des états à très haut risque, à clinical risk, at risk mental state, high risk, mais fondamentalement sont des critères semblables, pas tout à fait superposables. Il y a un décalage en tout cas entre les deux grandes écoles, on peut dire l'australienne et la nord-américaine, ce qui n'est pas rien aussi pour des critères qui se veulent opérationnels pour identifier des états et faire des études multicentriques. Vous voyez que les États-Unis, par exemple, ils ont mis au point, à chacun son narcissisme, ils n'ont pas adopté l'échelle CARMS, ils ont préféré mettre au point l'échelle CIPS, qui est tout à fait
proches, mais il y a quand même des différences, notamment dans les quantifications. Les messages finaux, c'est qu'en tout cas, malgré ce décalage, les deux systèmes visent à identifier des jeunes personnes qui seraient dans le risque d'une psychose aiguë imminente. Les critères, un mot sur comment ils ont formé les critères aussi dans la recherche clinique pour qu'on voie aussi quelle est la différence avec ce qui a nourri la catégorie des psychoses atténuées dans les DSM-5. Au fond, ils ont décidé de combiner le risque génétique et le risque clinique dans la prévision de la psychose aiguë. Le risque génétique est celui le mieux connu. Évidemment, le risque clinique a été obtenu grâce à la base, ou est connu, sur la base d'études éminemment rétrospectives, qui, pour en citer une sur toutes, les grandes études de Mannheim, de Mannheim, Allemagne, réalisées et chapeautées par Hafner, qui a effectivement, comme ça, montré avec un suivi de plusieurs patients schizophrènes et la reconstruction rétrospective de la phase prodromique, donc, qui avait précédé la présentation des symptômes et du diagnostic proprement dit, c'est Hafner qui, par exemple, avait montré comment, dans les deux tiers des patients schizophrènes, il y a une phase prodromique qui prend de 2 à 5 ans en moyenne, et phase prodromique qui est dominée en fait par une symptomatologie absolument spécifique. Donc il s'agit des patients qui ne sont pas ou ne sont pas du tout pris en charge, ou ils n'arrivent pas à être identifiés comme étant dans une trajectoire à risque pour la psychose schizophrénique. Et également, ça a été démontré que la compromission liée aux grands troubles psychiatriques commence dans la phase prodromique. Et donc, la symptomatologie aiguë arrive après, arrive un peu apparemment à la fin. Donc, les concepts, pas les concepts, pardon, mais les critères de risque clinique, la caractérisation clinique donnée aussi par ces études rétrospectives, montraient aussi que la symptomatologie psychotique positive pouvait précéder vraiment peu avant la manifestation classique aiguë. Et donc, du coup, effectivement, ces critères ont été pris comme critères de risque clinique. Et à travers la combination du premier et du deuxième, déjà McGorry et Jung avaient proposé 3 profils d'entrée potentielle en psychose aiguë. Et comme vous voyez, on a un premier profil, un premier groupe caractérisé par l'intensification progressive des symptômes psychotiques atténués. Et c'est sur ce groupe que la catégorie des psychoses atténuées du DSM-5 a été bâtie. Mais il y a également la survenue d'épisodes psychotiques brefs, dont la durée est inférieure aux critères de durée minimale pour décréter pour le DSM-4, et après la baisse significative du fonctionnement chez des jeunes personnes qui ont un risque génétique. Ça veut dire qu'ils ont utilisé les risques génétiques en l'associant à un critère de risque clinique spécifique. Donc, du coup, un patient schizotypique qui n'est pas du tout un patient à très haut risque peut le devenir au moment où il présente une symptomatologie aspécifique, anxieuse, dépressive, et une baisse de son fonctionnement habituel. C'est une des catégories, enfin, la plus problématique, en fait, parce que dans tout ça, il y a en arrière-plan l'idée que l'identification de ces phénomènes puisse être faite de manière absolument fiable, de manière transversale, lorsque ce sont tous des phénomènes avec une fluctuation majeure, y compris celle de la j'ai perdu le fil, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai vraiment très peu de temps, donc du coup, il faudra que je fasse plus. Je tiens par cette diapo simplement à indiquer que, quand même, la catégorie des psychoses atténuées
s'inspire fortement d'une nosographie qui est propre au DSM-4 pour ce qui est de la schizophrénie. Ça veut dire c'est construite et bâtie sur les symptômes psychotiques positifs, et tout ça malgré le fait que les prodromes et les réflexions sur les prodromes et les observations sur les prodromes ne sont pas du tout confinées exclusivement à cette dimension-là. Et après, je dois me dire pour les recherches qu'effectivement, les critères de haut risque qui ont été mis au point ont permis dans les recherches prospectives de montrer qu'il y a effectivement dans ces groupes que je vous ai montrés un risque d'évolution vers la psychose aiguë qui est plus élevé que la population générale. Mais la surprise a été que la majorité de ces patients ne développent pas une psychose aiguë. Donc, ce sont des critères qui révèlent un taux extrêmement élevé de faux positifs par rapport à l'issue conversion psychotique. Et là, je vous laisse peut-être lire. On a désormais des méta-analyses qui permettent de résumer les données de plusieurs études internationales sur plusieurs milliers de patients. Il y a deux choses. Outre le fait qu'effectivement, toutes les études montrent que les faux positifs sont plus nombreux que les patients qui vont vers la psychose aiguë, il y a aussi un autre phénomène qui est inquiétant et qui était un peu à la base, par exemple, de l'opposition à que ces critères-là puissent être acceptés comme critères diagnostiques valables, même pour un syndrome de risque de psychose. Ça veut dire que les taux de faux positifs varient de centre à centre. Donc, du coup, les critères qu'on utilise ne seraient pas si fiables que ça, malgré soit basés sur des formations spécialisées, des évaluations tout à fait pas standards. Vous voyez que si déjà on est des conditions limites à ce niveau-là, le passage, la traduction dans un manuel de psychiatrie, ce serait effectivement pas possible. Les faux positifs, donc sont faux positifs pour la conversion psychotique, mais en fait sont des patients qui restent malades, en tout cas compromis, et qui ont des trajectoires en fait différentes que la psychose aiguë. Là, je dois... Donc, l'état à risque, peut-être, nouvelle question plutôt que réponse. Moi, je vous disais, hein, je m'intéresse comme clinicienne et je me trouve confrontée aussi dans la pratique clinique à plus des questions que des réponses pour l'instant. Malgré tout ça, la task force, donc le comité de révision du DSM, le groupe pour la psychose, a proposé l'introduction de la syndrome de psychose à risque, malgré tout ce que j'ai essayé de vous dire de manière comme ça précipitée. Et effectivement, les points à faveur tiendraient du fait qu'on est face effectivement en conditions cliniquement relevant, qui probablement en tout cas tombe sur des étiquettes diagnostiques DSM pour une raison et pour l'autre, et que d'avoir un diagnostic qui saisisse comme ça le quid, on espérait d'avoir le quid, qu'on ait une catégorie dans l'ISM pourrait effectivement apporter des avantages en termes aussi d'intérêt et d'études ultérieures. Mais voilà, la recherche ne permet pas ça. Je vous liste un peu rapidement peut-être les réserves. Alors, la réserve fondamentale, principale pour laquelle la catégorie de psychose atténuée n'a pas été retenue, ou de syndrome de risque de psychose n'a pas été retenue dans le corps central, c'est ce que je vous ai dit avant. Il y a trop de faux positifs et surtout trop de variabilité de faux positifs parmi les différentes études. La question de la validité clinique, peut-être pour le DSM, ce n'est même pas un problème majeur, mais évidemment que ça découle aussi la question de la validité. La réserve numéro 2, ça tient aussi des considérations sur l'utilité clinique de l'introduction de cette catégorie. Il y a un haut risque de stigmatisation en formulant un diagnostic de risque de psychose. Et vous l'assumez tout en sachant qu'il n'y a pas une certitude, enfin en tout cas il n'y a pas un risque qui est, oui, est si très élevé, mais que quand même la grande partie n'iront pas vers la psychose schizophrénique.
Et surtout, ce qui est plus désolant, c'est qu'effectivement, à l'état actuel, on n'a pas d'intervention thérapeutique spécifique. Alors, ce qui ne veut pas dire que ces patients ne méritent pas ou n'ont pas de prise en charge thérapeutique. Le message, c'est que pour l'instant, on n'a rien de spécifique par rapport à la cible empêchement de conversion en psychose aiguë. Il y a des mi-promesses qui viendraient des oméga-3, mais il y a une seule étude avec un nombre de cas très limité. Tout le monde l'indique, mais effectivement, personne réplique aussi cette étude pour voir si effectivement ça tient ses promesses. En tout cas, un message important, c'est qu'il est clair que les traitements antipsychotiques n'est pas indiqué pour ces patients. N'est pas du tout indiqué. Première chose parce que, comme je le répète jusqu'à la nausée, on ne peut pas à l'état actuel différencier ceux qui vont vers la psychose aiguë et ceux qui n'iront pas. Donc, vous pouvez prescrire effectivement des traitements antipsychotiques à des jeunes personnes qui, en fait, ne développeront pas une psychose aiguë. Vous n'avez pas le moyen, pour l'instant, de les discriminer. Première chose. Deuxième chose, ça a été démontré avec des études contrôlées, randomisées, qu'en fait, les antipsychotiques peut-être repoussent dans des groupes la conversion psychotique, mais l'effet ne se maintient pas longtemps et surtout, ils ne sont pas du tout supérieurs à des traitements comme les interventions psychosociales complexes ou les interventions psychothérapeutiques. Pour l'instant, on a seulement la TCC qui est testée, mais pour un biais effectivement de plus grande facilité de la TCC aussi à publier les études en randomisé contrôlé. Et voilà, donc du coup le message effectivement c'est que ces patients devraient mériter une intervention thérapeutique, sûrement, une prise en charge, mais avec des interventions, avec le minimum des effets secondaires. Ça, ce sont les indications des experts du domaine, mais bon, sur les terrains, notamment des soins primaires, il y a malheureusement aussi des mauvaises surprises. La réserve numéro 4 et numéro 5 a à faire avec l'idée que même ce syndrome, cette catégorie transitionnelle ne satisfait pas les experts du domaine, parce que par exemple déjà, comme vous avez vu, j'essayais un peu de vous présenter très rapidement quels sont les critères de recherche clinique actuelle, et comment ils sont construits et comment est construite la catégorie psychose atténuée. En fait, il y a pas mal de différences. Par exemple, la qualification des symptômes atténués n'est pas du tout codifiée et ce n'est pas facile. C'est décrit qualitativement. Dans les DSM, comme vous allez lire, vous avez une description qualitative, mais c'est loin d'être suffisante. Le critère D, le critère du distress, est aussi assez marrant parce qu'en fait, dans les recherches, avec les critères high risk, les patients est effectivement un patient en distress, en demande d'aide, mais il n'est pas nécessairement pour les symptômes psychotiques atténués. Au contraire, les études ont démontré que ces patients qui peuvent présenter ces phénomènes sous-psychotiques sont effectivement en grande difficulté, mais leur difficulté est subjectivement référée à d'autres sphères, mais pas les symptômes en question. Donc, du coup, la catégorie psychose atténuée saisirait une partie seulement des patients qui sont étudiés dans les recherches actuelles. Et bon, les critères E, la relation entre les symptômes psychotiques et les troubles non psychotiques, je vous épargne. Et après, y a-t-il vraiment besoin d'une nouvelle catégorie d'ISM à ce sujet? Bon, peut-être si on avait effectivement trouvé une entité avec une validité ou une utilité clinique, oui, pourquoi pas. Mais là, déjà, comme je vous ai dit, il y a, selon certains, le fait que ces jeunes personnes sont déjà saisies par d'autres étiquettes d'ISM. J'ai ajouté ça parce que, comme clinicienne,
je tenais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cliniciens dans la salle, mais il y a une erreur qu'on commet souvent. Ça veut dire les patients avec les symptômes psychotiques atténués ou les formes subpsychotiques nous arrivent souvent déjà avec l'étiquette de psychose, de troubles psychotiques non spécifiés, qui est un peu la catégorie carrefour quand on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est. En fait, les patients avec le syndrome de psychose atténuée et sont absolument pas à faire tomber dans les troubles psychotiques non spécifiés. Donc, faut-il prendre les risques d'un nouveau diagnostic? Même si, de manière très précipitée, je vous ai donné peut-être des éléments de réponse. Ce n'est pas possible à cause de la manque de fiabilité en tout cas. Le concept de risque a été abandonné parce que du coup, on ne sait pas très bien de risque vers quoi et pourquoi. Il y a des évolutions ultérieures, effectivement, qui ont abandonné même la notion de risque pour la psychose, gardant la notion d'état à risque, mais comme étape plus totipotente. Et voilà, néanmoins, il y a aussi l'aspect que, oui, la définition, enfin, le choix était sage de ne pas inclure le syndrome de psychose atténuée dans la catégorie, dans la section principale, la section diagnostique, et pourtant, cette catégorie, aujourd'hui, est encore vraiment trop chargée des difficultés, même pour la considérer comme une catégorie fiable pour les recherches futures. Voilà. Il y a peut-être des opportunités à saisir, mais sur lesquelles je vais me taire parce que j'ai trop parlé. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y aurait des questions qui visent surtout à clarifier peut-être certains points et peut-être qu'on garde encore les questions, comme je l'ai dit avant, qui soulèvent plus les enjeux, qu'on puisse un peu discuter du coup avec les deux intervenants. Oui. Alors, j'ai une question politiquement incorrecte, merci pour l'exposé, qui concerne la typologie, donc les trois types idéaux prodromiques. La question concerne le type 3. La question concerne la manière dont on peut interpréter l'adjectif génétique que tu as fait figurer dans cette définition, mentionnant un proche de premier degré dans l'entourage du patient qui, si j'ai bien compris, pousserait donc les auteurs de cette classification à une interprétation génétique d'un soubassement génétique de cette catégorie-là. Et ma question est, est-ce qu'on parle là de génétique au sens hérédité purement, ou bien c'est aussi une porte par laquelle s'est réintroduit, sournoisement peut-être pour certains, l'idée d'une sorte de facteur de risque environnemental psychologique, sachant que les proches de premier degré, donc c'est quelqu'un qui est très proche, et qu'on grandit par exemple en compagnie d'une personne qui est elle-même souffrante des psychoses. Est-ce que c'est complètement erroné comme interprétation et on reste seulement du côté génétique, ou bien on peut élargir ça? À ma connaissance, effectivement, l'interprétation est strictement biologique. Ça veut dire le risque génétique à entendre effectivement comme le risque associé à la parenté de premier degré avec une personne qui souffre d'un trouble du spectre de la schizophrénie et même d'une psychose. Donc les critères actuels, ça a été même élargi aux psychoses affectives et non affectives. Donc il n'y a pas, c'est vraiment le risque biologique, donc c'est une sorte de degré, je ne sais pas, plus 1. Enfin, les proches ont effectivement un risque génétique, un risque basé génétique qui a augmenté, mais qui est très faible au niveau individuel. Mais ils ont saisi dans cette classe avec l'idée que dès qu'il y a un dysfonctionnement marquant, ça doit être assez important et durable aussi, et dès que c'est associé à une symptomatologie, dans ce cas-là aspécifique, là c'est par qui qu'il y ait des symptômes subpsychotiques pour se comprendre, oui, alors sont des personnes à très haut risque. Là aussi, le très haut risque, bon, ça multiplie de plusieurs facteurs le risque de développer une schizophrénie, mais ce n'est pas un déterminisme rigide. Oui, donc
l'aspect polyfactoriel est bien présent. Ouais. Mais dans la conceptualisation, non. Voilà. Et dans le risque génétique, genetic criterion, ils appellent ce groupe, il y a aussi les patients avec un trouble schizotypique. Donc ils considèrent qu'il y a déjà un soubassement biologique qui augmente le risque. Bon, les patients avec un trouble schizotypique ont un risque faible, mais reconnu par rapport à la population générale d'évoluer vers la schizophrénie. Voilà. Merci. Je propose de passer à la seconde intervention. Donc, nous aurons un moment encore de discussion après l'intervention donc, de Nicolas Henkels, qui va donc nous proposer un regard socio-historique sur ces notions de syndrome de psychose atténuée, mais aussi on va voir d'autres notions qui sont apparues dans l'histoire de la psychiatrie à partir des années 50. On ne les verra pas en fait. D'accord. Je peux prévenir tout de suite qu'il n'y ait pas de déception. Pardon, le micro c'est ça. Et donc je vais essayer de mettre ça dans ma poche peut-être. Dans ma poche de votre portefeuille. Oui, oui, vous avez déjà des choses là. Vous avez peur que ça bouge et que ça... Juste pour aider. D'accord. Donc j'espère que ça a l'air de marcher. Si j'arrive à le coster, excusez-moi, je suis désolé, je suis pas très habile. Voilà. Tout bon. Je peux éventuellement monter l'ordinateur parce que comme je suis grand, je suis encore plus loin que mes... Il n'y a pas de... Ce sera mieux. Donc je vais commencer aussi pendant que j'installe la chose, en remerciant les organisateurs de m'avoir invité. Ça me fait non seulement extrêmement plaisir d'être là, mais je considère de surcroît que c'est un grand honneur. Je veux dire, j'ai toujours vu arriver dans ma boîte mail le programme des Mind the Brain précédents avec beaucoup de regrets que ça ne se passe pas à Paris. Donc ça me fait extrêmement... je suis très content d'être ici. Excusez-moi, en faisant deux choses à la fois, du coup... voilà, je suis extrêmement particulièrement content d'être ici. Donc je vais vous présenter un papier qui sera... je veux dire, quand on m'a proposé cette invitation la première fois, je m'étais dit que novembre 2014 serait un bon moment pour vous parler d'un projet qui a commencé il y a quelques années déjà, et pour vous apporter un peu de la substance sur un peu ce qu'on a fait dans ce projet. Alors évidemment, le temps passe toujours beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et du coup, ce que je vais vous faire est beaucoup moins abouti que ce que j'aurais aimé. Donc, je vais vous parler de recherches que j'ai faites et qu'on a faites dans le cadre d'un projet, donc, comme faisait allusion Virginie, franco-allemand, que nous avons avec l'Institut d'histoire de la médecine de la Charité à Berlin, que vous connaissez peut-être, donc, avec une équipe dont j'ai mis les noms en bas, donc, dont Steve à laquelle Steve a été associé à un moment, et puis avec des financements divers, voilà. Et projet qui vise de façon un peu grandiose, un peu ambitieuse, à cartographier le monde de la psychose débutante. Alors j'utilise volontairement ce terme un peu vague, parce qu'on essaie de regarder un peu l'ensemble, enfin une histoire des concepts qui s'adressent à ce problème des débuts de la psychose et même de ce qui se passe éventuellement légèrement avant la psychose, sur une période où les concepts qu'a introduit Madame Salida juste avant moi n'étaient pas créés. Et d'autre part, on s'intéresse à cette histoire, j'ai envie de dire, dans trois contextes, situations locales différentes, la France, l'Allemagne, puisque ce sont un peu nos deux pays, mais pour des raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, qui a un peu de sens, disons, j'ai envie de dire, épistémologique, mais aussi au niveau global, donc c'est un troisième local qui, lui, est le local global. En s'intéressant à la fois aux pratiques, discours, aux jugements médicaux, aux expériences personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a non seulement essayé de construire une analyse un peu de la façon dont on construit des jugements sur ces catégories, sur ces entités, mais aussi, et c'est un travail qu'en fait on est en train seulement de mettre en œuvre, on essaie aussi de comprendre ce que les personnes qui sont engagées dans ces types de trajectoires, de début de psychose, éprouvent elles-mêmes. Et donc j'ai introduit le terme d'ethnographie multiniveau pour vous mettre un peu de complexité, mais le dernier point que je veux souligner sur cette diapositive, c'est l'engagement dans le champ, dans le sens où
mais ça va un peu parcourir la présentation ensuite. Donc on avait conçu ce projet un peu en sociologue surplombant, comme on a l'habitude de le faire, d'arriver en voulant un peu tout expliquer. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que la position n'était pas entièrement tenable, en particulier parce que les collègues avec lesquels les collègues, je parle maintenant de collègues pour qualifier nos amis psychiatres avec lesquels nous travaillons, on nous ont demandé, enfin on a été en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a été un peu amené à développer des projets avec eux, ce qui fait que d'une certaine façon et un peu contre disons, notre tendance probablement naturelle, on est amené à participer à un champ. Ce qui enfin, personnellement, pose un peu des questions et des problèmes. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est un élément de réflexion actuelle sur ce projet. Alors, sur cette diapositive, je voulais, un peu pour clarifier un peu ma position, et puis parce que c'était aussi le thème de la journée et le titre, notamment de Madame Salida, aussi pour soulever la question de est-ce qu'il faut vraiment introduire cette question du risque de psychose, dans cette catégorie du risque de psychose dans le DSM. Et donc, je vous disais la position que j'ai, et celle-là, je m'y tiens sans que les raisons, et comme je l'indiquais là-dessus, soient forcément toutes très bonnes. Je pense que la position que j'ai reste néanmoins justifiée, qui est de ne pas se prononcer sur cette question. Et ne pas se prononcer pour, en fait, 4 grandes raisons, j'ai envie de dire. La première, c'est, je pense qu'en tant que sociologue, ma tentation naturelle est d'éviter des positions normatives et d'éviter les positions normatives sur le plan éthique. Je veux dire, c'est un jugement de valeur d'introduire c'est une catégorie comme celle-là dans le DSM, et je pense que c'est le type de jugement sur lesquels on n'a pas à prendre position, pour une raison assez simple, qui est qu'on n'est pas en position de prendre en charge, disons littéralement, des personnes à risque de psychose. Et alors, encore une fois, au vu de ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu discutable, c'est assez discutable en vérité, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. La seconde raison, c'est aussi d'éviter des positions normatives, mais là, cette fois-ci pour des enjeux épistémiques, et en l'occurrence, il s'agit plutôt du fait que je me suis engagé dans ce projet avec, disons derrière moi, un background sociologique que j'empruntais plutôt à une sociologie pragmatique par opposition à une sociologie critique, qui a dominé un peu nos champs pendant les années 80. Je suis un peu désolé pour les non-sociologues pour ces 2 petits détails, mais ça va pas durer plus que ça. Et donc ce type d'attitude pragmatique, c'est aussi une attitude de rester un peu en dehors de l'arène et de regarder la controverse, le champ de bataille, disons, la poussière retomber sur le champ de bataille sans soi-même y pénétrer. Le troisième élément me paraît plus important, qui est la question, introduire une catégorie dans une classification. Il me semble, en tant que sociologue, encore une fois, avant de me prononcer là-dessus, j'aimerais savoir un peu ce que ça fait, cette classification sociologiquement parlée. Et il me semble qu'on a d'excellentes histoires et d'excellentes philosophies du DSM. Alors, sur le plan sociologique, je pense, je peux rater complètement des pans entiers de la littérature, mais il me semble pas complètement. Et il me semble qu'on est vraiment en manque d'une sociologie qui soit un peu fonctionnelle, enfin fonctionnelle au sens qu'elle marche bien, du DSM, et qui nous donne un peu des clés pour comprendre les usages. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas des textes, et je pense notamment au grand livre de Bowker et Starr sur les classifications en général, qui ne portaient pas du tout sur le DSM, mais qui néanmoins donnent des clés pour y aboutir. Mais cela dit, même le Bowker et Starr laisse un peu sur la fin les personnes qui voudraient s'engager là-dedans. Oui, allez-y. Ce micro pose beaucoup de problèmes à tout le monde. Attendez, on peut le mettre peut-être ? Ah oui, d'accord. Mais vous voulez que j'arrête le bras gauche ? Je fais aussi bouger le bras gauche plutôt que le bras droit. D'accord, ok. Et là, bon, je vais pas, là aussi, cette raison, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, ça ne va pas être le centre de cette... je veux dire, je n'ai pas l'intention de proposer une sociologie du DSM, et du coup, je me mets à bouger le bras gauche. Donc, je vais le mettre dans la poche. La dernière raison qui me paraît qui va être plus au cœur de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le risque de psychose ou le syndrome de psychose atténuée. C'est quoi comme catégorie ? Et de fait, bon, le sociologue que je suis, encore une fois, par rapport à cette catégorie qui fonctionne, enfin, bon, dont Madame Salida nous a exposé un peu quelques éléments, enfin quelques concepts, quelques critères clés, une catégorie qui paraît relativement bien ficelée,
si on regarde juste les critères, si en vérité on entre un peu pour le coup, si on regarde un peu les débats, on se rend assez rapidement compte, mais vous y avez fait allusion, que derrière cette catégorie, il y a quand même beaucoup de processus, de phénomènes, de positions extrêmement compliquées et dans lesquelles il n'est pas forcément absolument évident non seulement de se faire une idée, mais face auxquelles surtout, il me semble qu'en sociologue, on devrait donc un peu se mettre en arrêt et adopter une position, disons, un peu pas prendre la catégorie pour ce qu'elle est, mais aller vraiment regarder derrière. Une position un peu déconstructiviste. Le terme de déconstruction, c'est un terme qui est assez, qui résonne sans doute pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que c'est sans doute une excellente attitude face à ce genre d'objet, d'aller voir un peu ce qui se passe derrière. Donc déconstruire spontanément, je l'ai écrit en anglais, je suis un peu désolé parce que parfois je suis un peu entre les deux. Donc déconstruire ces concepts de ultra-haurisme, de transition, avec l'idée qu'effectivement, il y a derrière toute la littérature sur ces termes beaucoup de langages qui simplifient des réalités sociales qui sont extrêmement complexes. Alors bon, j'en étais là de la préparation de cet exposé, et puis bon, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que en fait, j'avais été plagié par anticipation par Jim Van Os, qui avait écrit exactement la même chose en 2013, enfin pas tout à fait la même chose en vérité, et en expliquant donc c'est important de déconstruire les concepts de ultra-haut-risque et de transition en relation avec la maladie psychotique. La littérature qui promet l'idée d'un état de ultra-haut-risque ou de progression, d'un ultra-haut-risque de progression à la maladie psychotique, réduit cette réalité, c'est là où la différence réside, réalité psychopathologique complexe, à une image, alors unrealistically claire, c'est vraiment des trucs américains qui ne sont pas forcément faciles à traduire comme ça devant la scène, mais qui sont vraiment pas, de façon pas réaliste, vraiment pas claires, quoi. Et donc Jim Van Os nous dit exactement la même chose. Alors c'est une citation que je trouve vraiment intéressante, d'abord parce que c'est Jim Van Os qui l'écrit. Et Jim Van Os, vous le savez sans doute, est sans doute l'une des personnalités les plus influentes du champ de la psychose actuellement à l'échelle globale. Il faisait partie par ailleurs du sous-comité de la schizophrénie ou de la psychose du DSM. Et donc voilà. Donc quand on lit ça en tant que sociologue, c'est assez troublant parce qu'on peut se dire qu'en fait Jim Van Os il fait à peu près ce qu'on aurait envie de faire soi-même. Et c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, bon, c'est pas, quand il écrit ça spécifiquement sur le risque de psychose en 2013, c'est pas un coup d'essai puisque l'ouvrage qui préparait la section schizophrénie et psychose de façon générale dans le DSM-5, le Research Agenda for DSM-5 sur la psychose, c'était Deconstructing Psychosis. Et puis en fait, si on regarde, j'ai fait rapidement hier sur Google Scholar, si on se demande Deconstructing dans des revues qui portent un titre de psychiatrie, on trouve un nombre d'occurrences assez large. Donc l'idée de déconstruction, de déconstruire des catégories, on ne l'a pas inventée nous-mêmes quand on est en sciences sociales, évidemment, c'est une démarche qui est très largement dans le champ. Et bon, alors ça, quand je dis qu'elle est très largement dans le champ, ça ne veut pas dire que toute la psychiatrie a lu Derrida, probablement loin de là. Mais évidemment, ça renvoie à une idée de construit qui était dans l'exposé de Steve, par exemple, tout à l'heure, d'un construit qui est plus psychométrique ou en termes d'échelle, ou même psychopathologique en réalité. Mais même en disant cela, il y a une ambiguïté sur qu'est-ce qu'on construit en vérité. Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on construit simplement des entités, ou des critères, ou un discours, ou est-ce qu'on construit plus largement des entités? Et d'une certaine façon, bon, la proposition que je voudrais un peu faire, disons, dans cette intervention, même si je ne vais pas avoir le temps ni les éléments pour la nourrir substantiellement, c'est de prendre au sérieux ces opérations de construction, déconstruction à l'intérieur même du champ de la psychiatrie, et les prendre au sérieux et de se dire que ces opérations donc, de construction, déconstruction peuvent aussi jouer un rôle dans la stabilisation des catégories psychiatriques. Et donc, il me semble que la bonne position qu'on peut avoir en tant que sciences sociales face à ce type de démarche, de travail psychiatrique, c'est d'enregistrer, disons, ces opérations de construction et de déconstruction, et en suspendant le jugement sur l'ontologie
qui est un peu derrière. Et en cela, je veux dire, c'est une vraie proposition par rapport à une tradition, enfin il me semble, hein, je suis pas... Encore une fois, c'est du travail en cours, donc je suis prêt à la défendre jusqu'à un certain point, mais je suis aussi très ouvert à toutes les suggestions. Il me semble que c'est une vraie proposition par rapport à des sciences sociales qui ont un gros passé constructionniste, mais qui sont un peu désarmées, il me semble, quand il s'agit d'aborder des moments de travail sur des entités, comme on va le voir dans un tout petit instant. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire du risque de psychose, où précisément l'enjeu c'est de déconstruire. Donc là, il y a un petit enjeu à voir. Alors ce que je propose maintenant dans les 3 prochaines diapositives, c'est de vous faire un peu ce qu'a fait Madame Salida, mais en prenant un point de vue un peu différent, donc qui est le mien de sociologue, donc qui n'est pas exactement disons que j'ai une vision qui est à la fois moins précise, donc ça c'est un biais, mais aussi je vais mettre un peu d'autres choses dans l'histoire aussi. Et pour donc vous revenir un peu sur cette histoire de risque de psychose, de ultra-haut risque ou de syndrome psychotique atténué sur la période 70-2010. Comme en fait le temps passe, je vais peut-être... en fait, le chronomètre ici est réglé sur 20 minutes, hein, Jean, et pas simplement sur 12... Non, parce que je vois un compte à rebours. Et je crois qu'on nous a volé 10 minutes là-dessus. Hein. Donc voilà, donc là je vous mets simplement la grille de lecture, ce que je vais faire. Donc, tout à l'heure je parlais de cartographie, et dans mon esprit ça a un sens qui fait référence un peu aux outils méthodologiques d'Adèle Clark, où l'enjeu c'est de faire un peu des cartes à plat des différents mondes sociaux. Encore une fois pour les non-sociologues, vous mettez ça entre parenthèses. Mais toujours est-il que je vais vous proposer en gros trois listes un peu pour résumer, il me semble, la situation du travail sur ces enjeux de risque, de psychose à 3 moments clés. Et je vous ai mis là un peu les catégories qu'on va utiliser dans cette petite histoire très rapide et très superficielle. Et par ailleurs, comme en plus je me situe à un niveau non déterritorialisé, beaucoup de choses sera sans doute très critiquable. Donc la première étape, je sais que dans la littérature qui est un peu psychiatrique, on a tendance à faire remonter, et vous l'avez un peu fait allusion, la discussion sur les prodromes, sur les risques, à quelque chose de très ancien. Alors généralement, souvent les gens citent Meyer-Gross ou Sullivan, donc des psychiatres respectivement britanniques, enfin allemands, britanniques et américains d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais il me semble que souvent les histoires passent sur ce qui s'est passé dans la période qui précédait immédiatement ce tournant des années 90, parce que je crois que c'est effectivement un tournant qui a vu l'introduction des critères de ultra haut risque qu'on nous a présenté à l'instant. Et on passe sur la période des années 70, qui est pourtant une période extrêmement intéressante dans la réflexion sur le risque de psychose, et extrêmement riche. Extrêmement riche. Alors, si on met je ne vais pas passer tout en revenu, mais c'était extrêmement riche parce que, en particulier, sous l'influence de ce qui a été vraiment un programme de recherche sur le risque familial, et c'était exactement la question de tout à l'heure sur les personnes dont les parents sont schizophrènes. Donc, un vrai programme de recherche sur le risque que ces personnes avaient de développer un psychose. Alors, programme qui visait surtout en fait à identifier ce qu'on appellerait les pathways vers la maladie initialement, mais qui ont permis d'élaborer de façon assez substantielle les notions de vulnérabilité et de résilience qui ont vraiment été façonnées de façon marquante par cette période. Et donc, la catégorie cible de cette période, c'était cette histoire de risque familial, puis progressivement de vulnérabilité et de résilience, donc qui ont joué un rôle central. Un peu de travaux sur les facteurs de risque, mais qui sont assez limités. Alors, la deuxième dimension que j'ai rajoutée dans mon diagramme, c'est sur la question des critères qu'on a mis en œuvre et quels critères, enfin, la question des échelles et des critères. Et la discussion de la période est plus centrée sur la question d'entrer dans la maladie. Alors après, au niveau un peu institutionnel, c'est un grand moment qui est plutôt un moment de débat entre l'essor d'une psychiatrie sociale et des cliniques universitaires. Sur le point des traitements, on est encore dans la découverte d'une certaine façon des antipsychotiques de première génération, mais aussi les thérapies familiales jouent un rôle assez important, et notamment dans les études de haut risque qui sont pour le coup non pas athéoriques, mais au contraire hyper théoriques, dans le sens que ces études de haut risque ont aussi pour vocation de fédérer des gens qui venaient d'horizons théoriques très très différents et de les faire travailler ensemble. Donc là, c'est un peu l'inverse du DSM, ou plutôt, enfin, c'est les deux à la fin, enfin je sais pas. C'est neutraliser la théorie en mettant toutes les théories.
Sur le plan un peu des méthodes de recherche, ce qui est assez frappant, c'est que toute la période est marquée par des études longitudinales. Et quand je dis l'étude longitudinale par rapport aux études plus récentes, c'est que c'est des études qui vont suivre des cohortes de patients durant des décennies. Et les premières études de haut risque ont commencé dans les années 60 et elles sont encore, on continue de publier sur elles. Et dans certains, alors je ne vais pas trop me mouiller, mais il me semble qu'il y avait des données nouvelles encore au début des années 2000, je pense aux études danoises. Et en tout cas, ils continuent de publier dessus. Et d'autre part, donc sur le plan un peu de la politique de la psychiatrie de la recherche, c'est une période qui est dominée plutôt par les instituts de recherche et les fondations. Donc je vous ai parlé du NIMH, qui joue un rôle absolument central. Et ces questions de risque, quand elles sont travaillées à l'intérieur de la profession, elles sont travaillées par les associations généralistes. Politiquement aussi, c'est le grand moment de la désinstitutionnalisation. Et ça, c'est un élément qui est relativement important, même si je ne vais pas pouvoir m'en développer. Alors, le tournant des années 90, c'est effectivement l'invention des critères de ultra haut risque. Donc, c'est ma deuxième ligne. J'ajouterais bien, enfin, j'ajouterais pas bien, je veux y rajouter absolument les symptômes de base allemands qui sont des critères qui aujourd'hui sont présentés par les Allemands, et je pense de façon générale, comme une alternative au ultra haut risque dans l'approche des prodromes de la schizophrénie. Vous me direz pourquoi, vous nous direz pourquoi vous n'en avez pas forcément parlé, d'ailleurs c'est une question que je trouve assez pertinente. Enfin, comme on travaille effectivement entre France et Allemagne, ces symptômes de base sont aussi au cœur de notre recherche, donc on a beaucoup de contacts avec ces psychiatres qui considèrent, et je pense qu'ils ont relativement raison, que non seulement c'est une alternative, mais d'autre part c'est une alternative qui garde sa force aujourd'hui, enfin, qui a joué un rôle non négligeable dans tout ce mouvement de la détection précoce au cours des 20 dernières années. Donc, ce que font ces critères de ultra haut risque et de symptômes de base, parce qu'ils cherchent à cibler, comme l'a bien dit Mme Salida, c'est par rapport à ces notions de vulnérabilité ou de risque familial. Ici, c'est un risque clinique, dans le sens où c'est une présentation clinique qui fait de vous une personne à risque. Je veux dire, le risque, il est en vous. Il n'est pas porté par quelque chose par votre environnement. Alors, dans la vulnérabilité, ils avaient la tentative de mettre en œuvre des signes, mais on n'en était pas au point de pouvoir décrire une symptomatique à risque. Donc voilà, c'est ce risque clinique. Alors je passe sur la suite plus rapidement. Donc oui, le troisième élément assez notable qui se met en place à ce moment-là, c'est aussi des premières structures de prise en charge de ces états à risque autour de centres de détection précoce qui sont des centres de diagnostic adossés à des cliniques universitaires. Donc par rapport à la période précédente où on avait un peu une psychiatrie sociale et une psychiatrie universitaire psychiatrie sociale plutôt sur la prévention, psychiatrie universitaire plutôt sur une recherche un peu fondamentale, on a là un espèce de nouvel assemblage de cliniques et de recherche qui se met en place, et de fait, toutes ces premières années, le syndrome de risque de psychose, enfin le ultra haut risque, n'a pas d'existence en dehors de ce contexte universitaire, même si ce contexte universitaire, il est aussi porteur d'une certaine vision un peu politique de la psychiatrie. Il ne faut pas non plus négliger cela. Alors, sur le plan des traitements, c'est le grand moment des antipsychotiques de deuxième génération, et ça joue un rôle assez important dans le lancement des premiers essais. Je veux dire, le fait qu'on a des antipsychotiques qui sont en théorie, enfin en principe, qui ont moins d'effets secondaires que les premières générations. Donc là, sur le plan de la recherche, ce qui se met en place par rapport aux études longitudinales, c'est de la période précédente, c'est des études longitudinales sur des cohortes, le terme consacré de health seekers, qui sont suivis pendant des mois simplement après la première évaluation. Donc on a complètement changé d'échelle. L'idée, c'est plus de trouver un petit groupe qu'on va suivre depuis pratiquement l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour voir comment se développe la psychose, même si certains groupes vont continuer de suivre des patients sur une période plus longue. La plupart des études publiées concernent en fait, comme on l'avait vu, des périodes de quelques mois après l'évaluation pour voir en fait un risque relativement immédiat de développer la psychose. Et dernier élément, sur le plan plus politique, ce mouvement est porté par une spécialisation à l'intérieur du champ autour de la création d'associations. Et alors, sur le plan politique, c'est là où les choses sont moins claires. Il me semble que si on regarde un peu la fin des années 90, politiquement, c'est un peu... bon, je n'ai pas trop de billes pour argumenter, mais il me semble qu'on est un peu, sur la prévention en psychiatrie, un peu en déshérence. Et par contre, ce qui domine très clairement politiquement la période, c'est toute la question du handicap psychique et en fait l'après-coup de la désinstitutionnalisation. Alors, si on se projette à aujourd'hui, et aujourd'hui où donc on vient d'inclure
l'Attenuated Psychosis Syndrome dans le DSM. Par rapport à ce tableau que je faisais dans les années 90, autant les critères ont changé, on avait fait un peu allusion, mais ils n'ont pas changé fondamentalement. Autant, si on regarde le paysage un peu plus large, la situation a quand même assez largement changé dans ce monde de la détection précoce, de la prévention en psychiatrique, autour d'un certain nombre d'éléments assez marquants, il me semble. Alors, le premier, c'est que sur le plan des catégories qu'on cherche à atteindre, il me semble que, mais je vais revenir un tout petit peu plus loin, par rapport à l'idée initiale qui était vraiment... Je n'ai pas forcément insisté suffisamment là-dessus, mais les discussions des années 90, c'était vraiment un risque clinique de schizophrénie. Et ce point était vraiment extrêmement important. On se centrait sur cette catégorie très très précise de la nosographie psychiatrique. Les dernières discussions qu'on a actuellement ont vraiment ouvert cette question de la schizophrénie. Et il me semble, mais je vous donnerai une citation tout à l'heure, que ce qui est vraiment aujourd'hui au cœur des discussions dans ce monde un peu autour du risque de psychose, c'est un état de risque en psychopathologique dont en fait on suspend un peu, disons, sur lequel on suspend un peu le pronostic, dans le sens où il me semble qu'il y a un consensus qui est un peu en train d'émerger autour de l'idée que c'est les états qu'on arrive à attraper par ces centres de détection précoce, qu'on arrive à attirer, enfin je veux dire qu'on arrive à prendre en charge dans ces centres de détection précoce, leur avenir est certainement pas forcément la schizophrénie. Il peut être beaucoup plus large que ça, et je vais y revenir là-dessus, et beaucoup plus large que ça, et comprendre aussi des états qui psychopathologiquement sont beaucoup moins précis, et notamment autour dans des enjeux de qualité de vie et de fonctionnement. Donc il y a clairement un mouvement vers une conception un peu plus large de ce que c'est que le pronostic dans ce qu'on doit viser, disons, comme futur, qu'on doit se prévenir comme futur dans ce champ. Alors, par rapport à cette question, il me semble que le pas est déjà présenté dans l'Attenuated Psychosis Syndrome. Bon, je n'ai pas amené la citation que j'aurais dû avec moi, mais je vous demande de me faire légèrement confiance. Mais par ailleurs, ce qui est assez marquant aussi, c'est par rapport si les critères de ultra-haut risque et les basis symptômes sont encore au centre des discussions et encore au centre du travail psychiatrique, ce qui est aussi marquant, c'est l'ouverture vers d'autres concepts, d'autres types de critères pour attraper, disons, ces états à risque, et notamment tout ce qui vient du travail de Jim Van Os que je citais tout à l'heure sur les psychosis-like experiences, ces épisodes de psychotiques qui sont aussi des épisodes atténués dans le sens où ça ne se transforme pas en une maladie profonde, mais qui se résorbent d'une certaine façon d'eux-mêmes et qui n'ont pas de signification forcément clinique, et par ailleurs, surtout, qui sont supposés pouvoir toucher l'ensemble de la population. Alors, deuxième élément important de changement, donc à côté de la question critériologique et catégorielle, c'est les dispositifs qu'on met en œuvre. Et ce qui est assez marquant aussi dans la période précédente par rapport à ce que je vous disais de ces premières cliniques, c'est la tentative de sortir un peu de l'université, sortir de la clinique pour toucher la population générale, que ce soit au plan des études. Il y a eu ces derniers temps plusieurs études en population générale pour tester les APS ou les ultra-hauts risques qui ont été mises en œuvre, mais aussi avec de nouveaux dispositifs sur lesquels je n'ai pas le temps de m'exposer. Alors, dernier point, sur le plan politique, les associations professionnelles restent, mais l'autre élément qui est aussi assez marquant dans certains pays, c'est l'irruption des usagers et des mouvements de jeunes sur ces questions. Il y a une volonté de les associer qui est assez fascinante, sur laquelle, là aussi, je n'ai pas non plus énormément d'éléments, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et dernier plan, c'est effectivement le succès de tout ce mouvement de la détection précoce, dans un certain nombre de pays au moins. Je ne dis pas que ce soit forcément le cas partout, mais la Suisse est un pays où le succès me paraît relativement marquant aussi, au contraire de la France. Succès qui se traduit par le fait que cette question de la santé mentale des jeunes apparaît vraiment sous la plume d'un certain nombre non seulement d'acteurs de ce mouvement, mais sous la plume aussi de politiciens, comme un enjeu assez crucial de la réforme de la psychiatrie aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, enfin, qui a grandi tout au long des années 2000 et qui est politiquement assez marquant. Alors, là, je suis un peu embêté parce que j'avais littéralement une troisième, voire vous pouvez partir, mais que je ne vais pas avoir le temps de vous faire.
Oui, bon, j'avais 2 diapositives à vocation légèrement plus théorie sociologique qui sont un peu ennuyeuses, donc je ne vais peut-être pas forcément les faire, mais peut-être que si quand même. Très rapidement, et en fait je ne ferai pas la partie suivante, en vérité. Donc, bon, là je vous ai présenté quelque chose qui est un peu, bon, enfin j'espère que vous me faites confiance sur le fait que légèrement réfléchi, mais qui a l'air quand même légèrement aussi brouillon. Et disons que le pas suivant dans l'analyse, évidemment, c'est de mettre un peu tout ça en mouvement et surtout de tirer des fils qui traversent, disons, ces trois cartes un peu à plat de ces 3 périodes. Et c'est vrai que, donc pour revenir à ma discussion sur le constructionnisme, déconstructionnisme, quand on est face à une histoire comme ça, on a envie de sortir un peu ces armes constructionnistes sociologiques un peu traditionnelles, et il me semble qu'on a globalement dans la littérature, et on est à un bon moment pour parler de ça, parce qu'il me semble qu'il y a un tout petit renouveau ces dernières années. On a, il me semble, trois ensembles d'approches, disons, 3 ensembles de constructionnisme en sociologique. Là, le premier, c'est, je les ai mis par ordre décroissant, enfin, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, je pense que ça aurait eu plus de sens. Du coup, j'ai commencé en bas. Le premier, c'est la vieille théorie sociologique de l'étiquetage social, qui est qu'en fait, on a dans toutes ces étiquettes psychiatriques un artefact politique, et c'est une tradition qui est assez largement portée par Rose aujourd'hui, et sur la détection précoce, il a aussi commis quelques articles qui n'étaient pas très informés, donc pas très bons non plus, mais on a c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez surdéterminé par, disons, un peu une ambiance politique institutionnelle sur cette question du risque de psychose. Si quelqu'un voudrait impliquer la théorie de l'étiquetage social ou de la médicalisation sur cette entité, ça pourrait assez bien marcher. Ça pourrait assez bien marcher jusqu'à un certain point, parce que il me semble que rendre compte, disons, du travail, bon, déjà, rendre compte du travail dans sa finesse, du travail médical dans sa finesse, nécessite d'entrer un peu plus dans les catégories que ne l'a fait l'étiquetage social historiquement, mais aussi, il y a quand même, disons, dans toute cette histoire, des éléments assez, disons, un peu perturbants, notamment le fait que, finalement, donc l'argument qui serait derrière l'étiquetage social, c'est contrôle social ou volonté de l'industrie pharmaceutique, et les 2 éléments ne sont pas extrêmement performants sur cette histoire. Pour prendre qu'un seul exemple, l'industrie pharmaceutique ne me paraît pas avoir été une force majeure dans cette histoire. Je n'ai pas le temps de donner des éléments là-dessus, mais ça me paraît être vraiment un élément important. Alors, le deuxième forme d'objectivité qui est au cœur de tout cela, qui pourrait être au cœur de cela, c'est l'objectivité de l'expert clinique. C'est la clinique, en fait, comme forme d'objectivité, clinique comme travail interpersonnel, porté par des thérapeutes. Ça renvoie un peu les discussions qu'il y avait, que Steve nous a montrées tout à l'heure dans l'après-guerre avec ses psychanalyses. Et là aussi, c'est une forme de constructionnisme qui a plus vraiment absolument la cote aujourd'hui dans la sociologie, même s'il a été un peu renouvelé par les travaux sur l'expertise de Harry Collins, mais qui renvoie à une vraie forme de pensée et de construction des objets, avec la pensée par cas, la question de la clinique, la régulation professionnelle du travail médical, mais aussi certaines formes un peu des substrats un peu tels que le dossier médical, et voilà. Donc j'ai rajouté l'éthique du care parce que ça renvoie aussi, ça s'inscrit aussi, il me semble, dans une discussion sur ce qui se passe dans la relation. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus. Le dernier, donc le premier dans ma liste, forme de constructionnisme qui est plus récent dans sociologie, qui me paraît être un vrai apport assez récent plutôt de la sociologie, c'est la proposition de Cambroso et collègues qui ont travaillé donc sur le cancer, d'une forme d'objectivité régulatoire, où l'argument c'est de dire qu'en biomédecine aujourd'hui il y a un certain nombre d'entités dont l'objectivité elle ne tient pas ni au jugement clinique, mais ni à une forme de déterminisme institutionnel, mais à des formes d'accords qui se sont faits à distance, dans des collectifs assez larges, et qui conduisent à constituer littéralement, à créer des guidelines, et qui conduisent à constituer littéralement des entités. Et le risque de psychose, ça pourrait marcher aussi assez bien, dans le sens où ces échelles contribuent effectivement à une forme d'objectivation des entités, des entités psychiatriques, et qui est assez frappante. Je veux dire, il n'y aurait pas le risque de psychose s'il n'y avait pas eu la CARMS, pour le dire un peu différemment. Et ça, c'est un élément assez marquant. Alors, cela dit, si on regarde un peu dans le détail, mais pour des raisons, mais là, c'est là où la limite de mon exposé,
enfin, à la limite, entend l'exposé. Si on regarde un peu dans le détail, c'est quand même assez difficile de faire fonctionner sur ces trois cartes que j'ai présentées jusque-là, les trois approches de façon assez singulière. Ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a un peu une ignorance mutuelle entre ces trois formes de constructionnisme. Je veux dire, qu'Ambrosio, il n'a absolument pas de vision de ce que c'est que la clinique, de même que les cliniciens, tout le travail qui se fait autour de Harry Collins sur l'expertise incarnée, c'est aussi une réaction face à des trucs comme l'étiquetage social de la période précédente. Et donc, il y a une forme d'ignorance mutuelle, là où il me semble au contraire, un des enjeux, disons, d'une analyse de ces processus de construction-déconstruction, c'est précisément dans la façon dont jouent ensemble ces différents processus qu'on peut voir émerger, enfin, on peut rendre compte, sinon, de ces processus de construction-déconstruction. Donc là, j'avais mis quelques processus, et peut-être que je vais juste vous dire ça et m'arrêter ensuite. C'est vrai que, bon, quand on aborde c'est un peu abstrait, j'en suis assez conscient, mais l'exemple qui venait ensuite devait l'illustrer. Mais donc, quand on aborde un objet comme le risque de psychose, on a d'abord une situation où on a un gros passé, disons, dans la psychiatrie, un passé qui se traduit dans la présence dans la littérature de packages sédimentés, c'est une expression que je propose, d'expertise, d'institutions et de preuves. Et d'une certaine façon, les grosses catégories nosologiques qu'on a dans la littérature, et le terme de schizophrénie, on peut faire l'argument que c'est quelque chose qui est un assemblage un peu d'étroit, mais largement sédimenté dans le sens où qui est vraiment fermé et enfin, les trois éléments sont indissociables. Et par rapport donc c'est par rapport à ce genre de package que des formes de déconstruction entrent en jeu et par différents processus. Ça peut être d'une part donc des processus d'innovation et donc l'invention que ce soit en politique, thérapeutique ou statistique. Et donc le contexte des années 90 que j'évoquais autour de ces différents éléments, invention des antipsychotiques de deuxième génération, invention de nouvelles échelles, etc. C'est un contexte d'innovation qui est absolument clair dans le champ de la prévention et qui conduit à rouvrir d'une certaine façon cette boîte noire de cette schizophrénie dont on n'a pas de début d'une certaine façon. Mais par rapport à ça, enfin voilà, donc ça c'est un premier processus qu'on pourrait évoquer. Un deuxième processus, c'est tout ce qui se passe dans la clinique en direct, quand on a affaire à une échelle qui d'une certaine façon, comme le ultra haut risque ou la CARMS, vous met en boîte l'entité qu'on veut cibler. Et dans la pratique, en fait, quand on fait un peu de terrain, et comme on l'a fait dans le cadre de cette étude, on voit que l'usage d'une échelle, c'est toujours une forme de négociation, et une négociation à partir notamment de cette expertise clinique. Je veux dire, une échelle, ça n'a pas d'existence en dehors d'un expert d'un clinicien expert qui fera passer l'échelle à la personne en face d'elle, et qui en fait fait intervenir une masse de jugement à la fois dans simplement le recours à l'échelle, mais aussi dans son application et dans son interprétation après coup, et dans sa discussion, évidemment, dans la dernière analyse. Alors, troisième élément qui dans cette histoire a joué un rôle assez important dans la réouverture, là aussi, de construit, ou dans la déconstruction d'outils de construit, et ça c'est quelque chose qui vient plutôt de la statistique, le rôle des méta-analyses, qui créent des séries, mais qui surtout, disons, permettent de rajouter une couche de signification qui est susceptible de bousculer ce qu'on a, le construit qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est là où peut-être je vais juste bifurquer sur mon petit exemple, mais pour la question de l'inclusion de l'EAPS, il me semble que c'est ça qui, d'une certaine façon, a joué un rôle assez important. Tout à l'heure, là j'ai un blanc sur ce que vous aviez dit, mais je n'étais pas tout à fait d'accord avec votre interprétation sur la validité, je crois, du risque de psychose. Il me semble que la discussion la plus forte, en vérité, et c'est pas à la limite moi qui dis ça, mais c'est McGorry lui-même qui l'a écrit dans plusieurs articles, et de toute façon, je pense que c'est assez large dans cette histoire. Donc le problème principal qu'il y a eu avec le ultra haut risque, c'est pas tellement que ça produisait, il me semble, beaucoup de faux positifs, mais c'est surtout que depuis la création du concept, les chercheurs ont été incapables de stabiliser des taux de transition. Et donc il y a l'idée que les taux de transition, enfin il y a l'observation qui s'est imposée
assez rapidement que les taux de transition de la première étude en 2004, donc qui était tout en haut, taux de transition vers la psychose, ça veut dire que le nombre de personnes qui passent, et plus on est haut, plus il y a de personnes, n'était pas répliqué par les études suivantes. Et en fait, la méta-analyse que vous aviez citée tout à l'heure, en fait, montrait qu'il y a même une tendance qui est statistiquement vérifiable vers un déclin progressif au fil du temps de ce phénomène de transition. Donc, c'est là où une méta-analyse, donc d'abord l'analyse elle-même et statistique elle-même, disons, vous ouvre une boîte et vous oblige à repenser un peu ce qu'il y a dedans et donc à déconstruire un peu ce qu'il y a dedans pour rentrer dedans. Bon, j'avais encore deux éléments, mais je ne vais pas y revenir là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'était l'exemple que je voulais un peu développer sur cette histoire du déclin de toute transition, qui est un épisode qui je trouve vraiment intéressant dans cette histoire et qui illustre beaucoup de facettes de la façon dont on construit, déconstruit dans la psychiatrie, dans ce type de psychiatrie, il me semble, ces entités. Mais donc, je ne vais pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et j'en viens... Oui, alors ça, voilà. Ça, c'était la question que je voulais... La citation... je ne vais pas avoir le temps de la lire, mais je voudrais quand même vous l'apporter, enfin la mettre sur la table. C'est un peu la position de ces experts du milieu sur le Attenuated Psychosis Syndrome, et donc qui est pratiquement la position officielle du champ, j'ai envie de dire, sur ce syndrome. Et donc c'est un article qui est paru fin 2012, au moment où le DSM-3 était qui allait paraître. Et donc, je vous résume la citation, mais, et qui requalifie complètement ce que signifie ce ultra haut risque de psychose, donc le risque de psychose. Et ce qu'il dit, c'est que initialement, les critères de haut risque, et donc c'est la 3e ou 4e ligne, avaient été développés pour détecter des individus à haut risque d'un disorder, d'un trouble psychotique. Cependant, l'utilisation des critères ne devait pas être pensée comme une façon d'identifier et de traiter un groupe asymptomatique à risque, d'un pronostic relativement défavorable, de la même façon qu'on détecte et prévient l'hyperlipidémie on détecte et traite l'hyperlipidémie pour prévenir l'infarctus du myocarde. Les patients APS sont symptomatiques et distressed, ils ont une plainte. Du coup, l'angine de poitrine pourrait être une analogie plus proche. Cependant, il est encore mieux de penser des critères il est encore mieux de penser aux critères pour détecter les douleurs de poitrine. La condition est distressing, symptomatic, and leads to help seeking. Je vais le dire en anglais, ce sera beaucoup plus facile. It may indicate the early signs or risk for a serious cardiac disease. Donc, ça peut indiquer les premiers signes d'une maladie cardiaque sérieuse. Une maladie sérieuse mais non cardiaque, telle qu'une pneumonie, ou une condition bénigne et qui va se résorber d'elle-même, telle qu'un spasme œsophagal et costochondritis. Je ne sais pas ce que c'est la costochondritis, mais si c'est une côte cassée, quoi, en gros. De la même façon, APS, ça pourrait indiquer les premiers signes d'un risque d'une maladie, mais aussi le risque d'une maladie non psychotique, ou encore quelque chose qui n'est pas sérieux et qui peut se résoudre de lui-même. Donc on en est là sur le risque de psychose, et bon, j'avais 2 éléments de conclusion, mais je ne vais pas les évoquer plus que ça. Mais il me semble que, disons que la trajectoire qu'a suivie cette entité depuis ses premières études, donc des années 90, est assez riche d'enseignements pour une sociologie qui s'intéresserait non pas simplement à la construction, mais qui s'intéresserait à des catégories en processus, en voie d'être construites, déconstruites. Voilà. Je ne vais pas revenir sur mes autres points de conclusion et je vous remercie. D'ailleurs, j'ai été plus long et je vous prie de m'en excuser. Merci pour cet exposé très riche. J'ouvre donc la discussion et vous invite donc à vous poser vos questions. Nous sommes un petit peu en retard sur l'horaire, vous l'aurez remarqué. On va néanmoins prendre quelques questions et puis ensuite on pourra partir en pause pour un quart d'heure de pause. Voilà, parce que la première question, c'est la question qu'il m'a posée, monsieur. Okay. Par rapport aux symptômes de base, vous avez bien marqué que je ne les avais pas nommés. En fait, c'est vrai que j'ai ciblé la discussion autour des critères à haut risque en lien et dans la perspective de la catégorie des psychoses atténuées. Mais c'est vrai, vous dites une chose très importante, ça c'est une autre différence
qu'on peut souligner par rapport au choix fait pour la catégorie de psychose atténuée et le modèle relatif aux phases à risque de psychose qui sont un peu testés actuellement. Ça veut dire les symptômes de base ne sont pas une alternative, sont désormais une approche complémentaire aux critères de ultra-risque. Et on est arrivé à concevoir un modèle d'entrée en psychose, donc une phase prodromique caractérisée par une phase précoce où il y a l'émergence d'aspects éminemment subjectifs et touchant la sphère subjective et qui, évoluant encore plus, iront vers la manifestation de phénomènes qui sont déjà détectables, disons, ou qui tiennent en tout cas du registre des symptômes psychotiques atténués ou des autres profils que j'ai indiqués. Donc effectivement, merci pour m'avoir rappelé parce que je vous épargnais de l'énième dessin, mais c'est effectivement aussi une limite de la catégorie des psychoses atténuées. Ne tient pas du tout compte du modèle qui est actuellement pris en compte. Et il faut dire aussi qu'outre les symptômes de base, il y a eu aussi un intérêt vers les troubles du sens de soi, de Parnasse, de Sass, comme, disons, éléments qui puissent effectivement intégrer et enrichir un phénotype qui puisse un peu tenir la route, disons. Non, je parle en termes cliniques et même pas comme scientifique, mais voilà. D'autres questions? Oui, c'est une question à Nicolas Henkes. Je me suis demandé dans les 3 cartes que tu as proposées, si c'était toujours des choses qui étaient, enfin des éléments qui étaient vraiment saillants par rapport à le syndrome de psychose atténuée, ou si c'était aussi des éléments contextuels plus larges dont vous jugiez qu'il fallait intégrer ça dans votre schéma d'analyse pour ne pas le perdre de vue. Tu n'as pas spécifié, donc du coup, il y avait des choses qui me paraissaient un peu non spécifiques, mais je me dis que j'ai peut-être mal interprété. Non, l'idée, c'était de faire effectivement, de mettre dans ces cartographies des éléments qui sont significatifs pour la question, pas du symptôme atténué, mais en vérité de la prévention plus généralement et des questions de risque, de psychose, etc. Et alors, je pense, jusqu'à un certain point, mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu en chantier, donc je pense pouvoir défendre les différents éléments et leur pertinence que j'ai mis dans la carte. Après, c'est effectivement toujours un peu arbitraire quand on met ce genre de choses. C'est un exercice qui vise aussi à stimuler l'imagination plus qu'à pas vraiment de rigueur et de valeur scientifique, de rigueur scientifique. Donc ça a aussi ses limites, hein, donc je suis absolument conscient. Mais est-ce que tu penses à quelque chose en particulier Oui, c'est un élément anecdotique, mais par exemple sur la question des psychotiques, des antipsychotiques, et puis pour les années 70, les thérapies familiales. Et c'est sûr que les thérapies familiales, c'est important. Par exemple, en Allemagne, à ma connaissance, ça l'est moins en France à la même période. Et puis, on sait que, par exemple, les thérapies familiales, au début, quand elles se sont lancées sur les jeunes, ont pris en compte, par exemple, la question des troubles alimentaires et que ça a été une pathologie sur laquelle la thérapie systémique a essayé de se construire. Je ne savais pas si c'était aussi le cas pour les risques de psychose. C'est un point assez important, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une période qui est extrêmement riche, je veux dire pour les historiens, je trouve que c'est une période sur laquelle il faudrait travailler beaucoup plus. Ces années 60-70, ce moment qui a été caractérisé par Strauss comme le moment des idéologies, enfin avec Psychiatric Ideologies, il dit qu'il y avait des idéologies différentes, donc c'est un moment où il y a c'est le boom des thérapies de l'approche familiale de la schizophrénie, avec des personnes comme Leeds, mais aussi comme Ronald Lane, qui voilà, c'est tout ce moment-là, et qui a adossé aussi à la technique de la théorie, enfin de la thérapie familiale et systémique, et qui aux États-Unis est faite sur des schizophrènes. Et je vous parlais de ces études de haut risque, de ce projet lancé par le NIMH. Ce que le NIMH avait fait, c'était de financer une vingtaine ou une trentaine d'études, quasi simultanément, donc qui
qui créait des cohortes de jeunes à risque, d'enfants à risque, concrètement d'enfants de parents souffrant de schizophrénie, et qui devaient les étudier les unes indépendamment des autres. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris non seulement des gens qui avaient une approche délibérément génétique, à New York par exemple, mais aussi à Los Angeles et à Rochester, des équipes qui travaillaient en fait avec une vision familiale de la schizophrénie et qui essayaient de mettre en œuvre sur ces jeunes aussi des thérapies familiales. Donc il y a l'adossement, enfin c'était adossé à ces thérapies de façon assez forte aux États-Unis. Et cette histoire est largement américaine. Les antipsychotiques de première génération, je les ai mis, c'est intéressant, mais parce qu'il y a une des études à l'époque qui a voulu vraiment le faire, c'est-à-dire donner des antipsychotiques à des enfants de schizophrènes. L'étude danoise de Mednick, enfin c'était pas l'étude danoise de Mednick, mais c'est une étude que Mednick, donc qui était un psychologue américain qui a fait une des grandes études et la plus longue en fait au Danemark, avait voulu faire ça sur l'île Maurice en faisant ça à population générale. Et ils avaient vraiment apparemment le projet de donner des antipsychotiques de façon assez libérale, mais même à petite dose quand même, à tous les sujets à haut risque pour voir ce que ça donnerait. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est un élément de contexte assez important et je veux dire l'espoir que suscitait le fait d'avoir une thérapie. On est à ce moment-là avant les grandes controverses sur les dyskinésies tardives. Enfin, on est à peu près au moment où ça arrive. Donc, je veux dire, c'est un traitement qui par rapport à ce qu'on avait avant, paraît relativement inoffensif, si je peux dire comme ça. Je ne me sautez pas dessus, je sais que ça n'est pas le cas, mais voilà. Donc, on est dans ce contexte-là où on n'hésite pas évidemment à mettre en œuvre des choses. Mais ce qui s'est fait dans ces études de haut risque est extrêmement intéressante et anticipe par beaucoup d'aspects toute la discussion assez récente sur le ultra haut risque. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce moment de discussion et je vous propose de partir en pause pour un quart d'heure de pause et se retrouver ici donc, dans un quart d'heure. On mettra le rappel.